attendant. Avant de parler de chélateur du fer, je vais parler très rapidement du métabolisme du fer. Il faut savoir que le métabolisme du fer, pour les, les personnes adultes, c'est en cercle fermé, c'est-à-dire que les entrées sont minimes et compensent les sorties, les pertes. Et c'est en cercle clos. Et le fer le plus important, c'est le fer de l'hémoglobine, du sang. Donc, c'est 2,7 g pour un adulte. Hein. Et les fers des réserves, dans la moelle osseuse, dans le foie, c'est 1 gramme. Et puis, il y a les formes de transport qui servent donc à répartir les compartiments. Et quand il y a de l'hémolyse, les globules rouges vieillissent, ils sont détruits au niveau de la moelle osseuse par le système macrophagique, le foie et la rate, et le fer va être recyclé. Et donc, c'est un cycle fermé. Et donc, il n'y a pas du tout de mécanisme pour éliminer le fer qui est apporté par les transfusions. Parce qu'en effet, les transfusions, chaque culot apporte 150 à 200 mg de fer. Et donc, très vite, il va y avoir une saturation de la protéine qui transporte le fer, qui est la transférine, donc qui normalement est saturée au tiers. Donc le coefficient de saturation est à 30%, et il va monter au fur et à mesure qu'on transfuse et que les globules rouges transfusés sont cassés, sont éliminés. À ce moment-là, la transférine va être saturée, et à partir de 75%, il va y avoir du fer libre, et c'est ce fer libre qui est extrêmement toxique. NTBI, c'est le fer non lié à la transférine en anglais, ou le fer labile, qui est intracellulaire. Et donc ce fer libre va pénétrer dans les organes, et dans le foie, le cœur, les glandes endocrines, et va former des radicaux libres, et c'est ces radicaux libres qui vont être responsables de la fibrose dans le foie, mais aussi dans le cœur, et de la mort cellulaire, donc des lésions. Voilà. Donc, pour résumer, voilà les organes cibles de la surcharge en fer. C'est d'abord le foie, et le premier élément, c'est les transaminases qui vont être augmentées, le cœur et les glandes endocrines. Donc là, on voit sur cette diapositive la surcharge en fer affecte les organes, hein, avec tous les éléments, et ça fait partie de la surveillance, on va voir, ça c'est très important. Et les atteintes organiques sont inévitables. Donc le foie, avec au maximum les cirrhoses, et voire à l'âge adulte des cancers. Ça a été un moment aussi favorisé par les hépatites virales, en particulier le virus C de l'hépatite, donc beaucoup d'adultes de plus de 35-40 ans ont été confrontés à l'hépatite C. Bon, maintenant, on a des traitements tout à fait efficaces, et puis ce n'est pas du tout le problème pour les patients qui sont nés en France et qui sont transfusés, et qui sont enfants ou qui ont après les années 85. Les glandes endocrines, donc l'hypophyse, hein, ici, trouble de la croissance, la fertilité. Le thyroïde, ça c'est vraiment un axe très important. Le pancréas, le diabète. Voilà. Donc les gonades, l'hypogonadisme, c'est-à-dire les problèmes de retard pubertaire, que ce soit chez la fille et chez le garçon. Donc maintenant, c'est vraiment très bien traité précocement par la chélation. Et aussi les problèmes d'infertilité. Voilà. Il faut savoir que certaines atteintes sont irréversibles, c'est-à-dire en particulier une fois que le diabète insulino-dépendant est arrivé, eh ben, il n'y a pas de moyen de le stopper, même si on fait la chélation à ce moment-là très très bien. Il y a tous ces petits points
de fer qui sont sur la peau. Et ça, on sait très bien que quand on ne fait pas son traitement, à un moment donné, ou quand on laisse plusieurs mois, ou pour les patients qui arrivent nouvellement en France de pays qui sont moins adaptés, eh ben, il y a un teint gris qui est lié à la surcharge en fer. Alors, les chélateurs du fer, ils portent tous la dénomination dans les génériques des F parce que enlève le fer. Donc voilà, j'ai trouvé j'étais étonnée qu'il n'y ait pas sur le site de la TIF des images sur le chélateur, voilà, du fer. Il faudra en chercher. Je pense que l'équipe de Marseille en éducation thérapeutique a déjà des outils pour faire comprendre la surcharge en fer. Comment marche donc un chélateur? En fait, il se lie au fer qui est libre, toxique, et va permettre l'élimination de ce complexe au niveau des urines ou des selles. Donc, il y a 3 chélateurs du fer en France qui sont commercialisés et en Europe. Ce n'est pas la même chose pour certains pays en voie de développement où il n'y a pas tous les 3 chélateurs. Alors, en fait, le premier chélateur, c'est le Desferal, avec, on voit ici, c'est un poids moléculaire très élevé parce que c'est 1 pour 1 pour avoir entouré toutes les balances du fer, et puis donc la défériprone et le déferacirox. Donc, le déferacirox, l'Exjade, il faut 2 molécules pour un atome de fer. Alors, je vais commencer par le déferacirox parce que c'est le plus utilisé depuis son AMM. C'est un chélateur bidenté, 2 molécules pour une molécule de fer, Fe3+. C'est une excrétion biliaire du fer, des macrophages et des hépatocytes, donc des cellules du foie, une très bonne efficacité sur le fer hépatique. Alors, qu'est-ce que dire? C'est que il y a la première forme qui a été commercialisée, c'était cette forme-là, une sorte de soupe qu'il fallait prendre à jeun, une demi-heure avant le petit déjeuner ou le soir, hein, et même si on pouvait avoir un horaire adapté aux patients, c'était quand même source vraiment de troubles gastro-intestinaux, de vomissements, de nausées, et les patients abandonnaient le traitement. Donc maintenant, il y a cette forme qui est avec des comprimés pelliculés. Mais j'ai interrogé Marianne de Montalembert, pédiatre, qui me dit que l'observance chez les enfants, c'est pas au top parce que il y a toujours ces troubles gastro-intestinaux. Donc voilà, ça serait à évaluer. Mais en tout cas, chez les adultes, ça a été un soulagement d'avoir cette forme-là. Et ça reste quand même les troubles, les effets secondaires les plus fréquents, les troubles gastro-intestinaux, diarrhée, nausées, vomissements, douleurs abdominales. On peut avoir aussi des ulcères hémorragiques de l'estomac, ça c'est les éruptions cutanées comme une urticaire. Bon, généralement, ça passe. Ça, c'est pas un effet qui est… Alors, ce qui est le plus important, et c'est pour ça que c'est en rouge, c'est les effets toxiques sur le rein. On sait que chez certains patients, on n'a pas encore bien compris, il y a une toxicité sur le tubule rénal et il y a aussi une élévation de la créatinine et qui peut être importante et nécessiter la diminution de dose ou l'arrêt du traitement. Comme tout chélateur, il y a des conséquences ophtalmologiques et auditives possibles, mais qui sont rares. Aussi des conséquences sur le foie, l'élévation des transaminales. Et il faut prendre en compte les interactions médicamenteuses, en particulier pour la toxicité rénale, par exemple les anti-inflammatoires non stéroïdiens, qui ajoutent une toxicité ou une baisse d'efficacité. Et puis, un élément qui est important et qui fait que dans certains pays, l'Exjade n'est pas disponible, c'est le coût très élevé du traitement. Alors, je vais parler maintenant du Desferal, de la déferoxamine, où on a vraiment plus de 40 ans de recul.
c'est apparu dans les années 70-80 et les premières publications témoignant de l'effet même intramusculaire du Desferal à l'époque, parce qu'on le faisait intramusculaire, était mieux que le placebo sur la surcharge en fer hépatique. C'est le traitement de référence et c'est vraiment, ça a contribué à l'augmentation de l'espérance de vie des patients atteints de thalassémie. Le modèle, c'était effectivement la thalassémie majeure, puisque les patients étaient transfusés depuis le plus jeune âge et très vite avaient une surcharge en fer. Et s'ils n'avaient pas de chélation, ils mouraient de la surcharge en fer avant l'âge de 15 ans, s'ils étaient bien transfusés. Le problème du Desferal, c'est effectivement qu'il n'est actif que par voie injectable, donc soit des perfusions subcutanées, c'est la règle le plus souvent, ou des perfusions intraveineuses dans certaines circonstances. La demi-vie, c'est-à-dire le temps où 50% de la dose est partie, est de 20 à 30 minutes. Donc c'est pour ça qu'il faut le faire sur 8 à 12 heures, 5 à 6 jours par semaine. Voilà. Le problème, c'est l'observance, c'est-à-dire avoir un traitement régulier, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des mois sans traitement, et ça, c'est difficile, parce qu'on ne voit pas toujours l'effet, effectivement, et il y a des périodes à l'adolescence où les patients disent qu'ils ont complètement négligé la chélation. Les effets secondaires, c'est vraiment les effets locaux, c'est ça la contrainte des injections avec la douleur. Il faut savoir que c'est fabriqué, la déferoxamine, à partir d'un germe, le streptomyces, et donc il y a quelquefois des lots qui sont plus ou moins purs, purifiés, et donc il y a des soucis, il y a des boules douloureuses et tout ça. Donc les autres effets secondaires, finalement, ils sont relativement moins importants par rapport à ces réactions locales et l'acceptation du traitement par les patients. Je signale quand même les infections qui sont le Desferal par l'excrétion au niveau des selles du fer permet la croissance de certaines bactéries et qui utilisent le fer pour se multiplier. Alors ça, c'est pour vous montrer une publication, vous voyez, 1996, des Italiens, qui montrent que quand les patients sont bien chélatés, ils vivent bien. Alors bien chélatés, c'est effectivement 265 jours de chélation par an, donc 5 jours sur 7, et avec, pour les patients qui sont moins bien chélatés, une survie qui est médiocre. Voilà. Alors, voilà, ça, c'est toutes les images que les patients qui ont connu le Desferal connaissent. Ils ont connu les pompes, les diffuseurs qui ont amélioré considérablement les perfusions. Il y a aussi la possibilité de faire 2 injections en bolus sous-cutané. Dans ce cas-là, ça va former une boule et le Desferal va être progressivement éliminé. Ça équivaut à la perfusion, mais ça fait mal, ça laisse des traces. Les patients, c'est difficile d'accepter, même si on utilise des aiguilles très fines, punaises qu'on peut enlever. Donc, voilà, on peut garder l'aiguille pour faire la 2e injection. Je passe à la défériprone, le Feriprox, donc, qui existe sous 2 formes, comprimées, gélules, mais aussi une forme sirop pour l'enfant, qui est très utilisée dans certains pays en voie de développement, parce que c'est beaucoup moins coûteux que l'Exjade. Donc, l'efficacité est inconstante sur le fer du foie. Alors, ce que c'est la diapositive, je vais passer là. Ça a été le premier chélateur oral disponible en 1982. Et il y a aussi eu la pression des patients, en particulier en Italie, pour exiger ce traitement, parce que ça a fait beaucoup couler d'encre. L'inconvénient, c'est qu'il faut 3 prises
par jour, puisque la demi-vie elle est courte, 3 à 4 heures. Vous voyez, versus le Deveracirox, c'est 12 à 16 heures, donc une seule prise suffit. L'excrétion urinaire donc, donne une coloration rouille des urines. L'effet secondaire qui est le plus à craindre, c'est la granulocytose. Et en France, il y a eu sur toute la longue période, puisque vous voyez qu'il est disponible quand même en France depuis les années 90, il y a eu 45 cas, dont de la granulocytose, c'est-à-dire une baisse très importante des polynucléaires neutrophiles, où il y a quasiment zéro, où là, il y a un risque de septicémie, d'infection grave bactérienne, et il faut une hospitalisation, des antibiotiques et même des facteurs de croissance pour faire remonter ce taux de polynucléaire, donc avec un confinement stérile le temps que ça se corrige, et puis ça contre-indique à jamais le traitement. Il faut on recommande de faire une numération par semaine pour contrôler ce risque, parce que ça peut survenir jusqu'à 9 ans après le début du traitement. Mais en fait, les patients ne font pas ça, ils ne font jamais une numération par semaine. Ce qui est vraiment important, c'est de vérifier qu'ils connaissent bien les règles, c'est-à-dire qu'ils arrêtent immédiatement le traitement si ils ont de la fièvre au-delà de 38,5, et ils font faire une numération. Donc, il faut avoir l'ordonnance, il faut savoir où ils se présentent à l'hôpital. Voilà. Les neutropénies, c'est-à-dire des baisses des polynucléaires, ça c'est assez fréquent, même dans les infections virales, donc qui ne sont pas forcément liées au fériprox. C'est aussi un médicament qui n'est pas très bien toléré sur le plan gastro-intestinal chez certains patients. Voilà. Il peut y avoir des douleurs des articulations et l'élévation des enzymes hépatiques. Mais finalement, c'est la granulocytose qui est toujours l'événement grave que l'on redoute et il faut vraiment que les patients aient conscience de ça. Alors, quel est le niveau de surcharge idéal pour les patients qui dépendent des transfusions? Maintenant, les règles sont de maintenir la ferritine entre 500 et 1000 microgrammes par litre. La ferritine, on la mesure chaque fois. On sait qu'elle est très influencée par l'inflammation. Donc, au-delà de 2500 de ferritine, ça ne veut plus rien dire, mais on sait que c'est quand même associé à des complications graves de la surcharge en fer. Et puis, ce qui est important, c'est que l'IRM foie, c'est-à-dire la concentration hépatique en fer, soit entre 7 et 10 mg par gramme de fois 7, avec des transaminases normales. Comme j'ai dit tout à l'heure, les transaminases, c'est vraiment alerte, c'est vraiment le signe qu'il se passe quelque chose dans le foie si elles sont constamment élevées au-delà de 1,5-2 fois la normale. Il faut que le T2 étoile cardiaque soit supérieur à 20 millisecondes normal, et la fraction d'éjection du ventricule gauche soit normale. Bilan endocrinien, on regarde surtout la thyroïde, et les tests de tolérance au glucose doivent être normaux pour le niveau de surcharge idéal. Alors, c'est vrai que quand on a, à Mont-d'Or, c'était 2007, ça a été un petit peu plus tôt pour certaines équipes à Marseille, à Lille, et je rends hommage à Christian Rose, au professeur Christian Rose, qui, à Lille, avec le professeur Olivier Ernst, a mis en place la surveillance en France de l'IRM foie-cœur. Donc là, on voit bien ici, sur la figure A, qu'un patient a un foie qui est très noir, parce qu'il est bourré de fer, donc il y a une surcharge en fer très importante, mais dans le cœur, finalement, là, on voit que c'est pas noir. À l'inverse, ce patient a beaucoup moins de fer dans le foie, mais il a une surcharge en fer cardiaque. Et le fait d'avoir la possibilité de mesurer ce T2 étoile et d'avoir l'IRM cardiaque a été un progrès considérable, parce que ça a permis d'intensifier la chélation avant que la défaillance cardiaque ne survienne.
Moi, je me souviens, quand je suis arrivée à Créteil ou même en Algérie, où j'ai vu des patients thalassémiques majeurs, la défaillance cardiaque, ça arrivait du jour au lendemain ou même chez soi, et le patient mourait avant qu'on ait eu le temps de faire le diagnostic de la surcharge en fer. Et donc, le T2 étoile cardiaque, quand il est inférieur à 10 millisecondes, là, il y a vraiment danger, il y a un risque très important de défaillance cardiaque. Et on voit ici, d'ailleurs, en ordonnée, ici, vous avez la fraction d'éjection du ventricule gauche. On voit bien que certains patients se retrouvent quand même à des fractions d'éjection qui sont pathologiques. Ça, c'est la zone normale, mais vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de patients qui se retrouvent dans la zone très basse. C'est d'ailleurs la fraction d'éjection, on la suit en même temps que le T2 étoile cardiaque quand on fait une intensification de la chélation. Quand le T2 étoile est compris entre 10 et 20, c'est un risque intermédiaire, donc le risque de défaillance cardiaque il est moindre, mais il y a quand même une certaine urgence à faire une chélation efficace. Et c'est souvent associé à d'autres atteintes, en particulier les atteintes endocriniennes. Et au-delà de 20 millisecondes, quel que soit le T2 étoile, le risque est faible. Donc, les situations où il faut proposer une intensification du traitement chélateur, les urgences relatives, c'est le prédiabète. Chaque année, normalement, on doit faire des tests de tolérance au glucose. Et s'il y a des anomalies du métabolisme du glucose, on peut craindre un diabète. Et comme j'ai dit, le diabète, il est irréversible. Donc, c'est vraiment l'hypothyroïdie fruste. Maintenant, on peut dépister très tôt les hypothyroïdies frustes. Quand le T2 étoile cardiaque est entre 10 et 20. Et puis, s'il y a une surcharge en foie sévère, parce qu'au-delà de 15 mg, on sait que c'est associé quand même à une fibrose, donc la cirrhose, et même si le foie se régénère, donc il faut quand même proposer une chélation, une intensification de la chélation. Donc toutes ces complications sont potentiellement réversibles. Les désirs de grossesse, et puis la surcharge qui n'est pas contrôlée, parce qu'une grossesse, c'est 1 an d'arrêt du traitement. Donc, c'est à peu près ça. Donc, il vaut mieux avoir une surcharge contrôlée. Et d'ailleurs, même pour les problèmes de fertilité, il faut que la surcharge soit contrôlée. Le traitement prévu dans l'année qui vient, allogreffe de moelle, maintenant on les décide quelquefois chez des patients adultes, hein, et la thérapie génique, ça arrive à peu de vitesse, et effectivement, il faut que la surcharge en fer soit contrôlée. Donc là, il peut être nécessaire d'intensifier, comme la participation à un protocole de recherche thérapeutique, il y en a beaucoup actuellement, et la surcharge non contrôlée est un facteur d'exclusion, en particulier le T2 étoile, s'il est entre 10 et 20 millisecondes, ça peut être un facteur d'exclusion du protocole. Les urgences absolues, c'est chaque fois qu'il y a des troubles du rythme cardiaque ou une insuffisance cardiaque, d'autant plus si le T2 étoile est inférieur à 10. Et dans ces cas-là, il faut recourir au Desferal le plus souvent. Bon, il y a des patients qui sont réticents à ça, mais et le mieux, c'est Desferal sous-cutané continu ou IV, mais intraveineux, il faut prendre en compte le risque infectieux parce qu'avec les cathéters ou les chambres implantables, le risque infectieux est élevé, et dans cette situation-là où le cœur est malade, c'est dangereux d'avoir une septicémie. Voilà. Et puis, on ajoute un autre médicament, donc il faut vraiment 2 médicaments, soit la défériprone, soit l'Exjade, le déferacirox. Alors, j'ai mis ça parce que j'avais oublié d'en parler. On sait que la vitamine C a un petit effet chélateur, mais ça peut être dangereux si c'est donné à forte dose, en particulier dans ces situations-là. Donc, il faut donner des tout petites doses et pas au début de l'instauration du traitement, de l'intensification. Il faut attendre 15 jours et après, on peut utiliser la vitamine C.
Alors pourquoi on utilise deux médicaments? Bah parce qu'on va utiliser finalement, là vous avez le déferacirox, le défériprone qui pénètre les cellules. Là, le desféral, il élimine le fer via les lysosomes, hein, qui sont symbolisés là. Et on va utiliser un effet finalement synergique avec mettre à disposition pour le fériprox qui rentre dans le cœur, qui est capable de rentrer dans les cellules du cœur, qui est intéressant pour ça, de favoriser une meilleure chélation et une efficacité de la chélation. Donc, les traitements combinés d'Espéral Feriprox, c'était la première combinaison qui a montré son efficacité, en particulier quand il y a une atteinte cardiaque. Ça permet Laura, une Laura, diminution. c'est Yolande. Je te demande juste d'accélérer un petit peu pour qu'on ait Oui, le temps pour les questions. Merci. Désolée. voilà, d'accord. Bon, donc là, c'est vraiment une combinaison qui est rapide, qui permet vraiment une efficacité de la chélation. Les situations d'arrêt du traitement chélateur temporaire, c'est chez certains patients, on voit une surcharge en fer contrôlée parfaitement, hein, avec une ferritine qui est inférieure à 500. Donc, on peut arrêter momentanément, c'est 2 mois, 3 mois, ça fait quelquefois plus. Et puis, les situations particulières, la grossesse, donc comme j'ai dit, un risque potentiel de tous les traitements, donc il faut arrêter. Les infections non contrôlées, on est souvent obligé de là. Et puis, des situations particulières, greffe d'organes, le temps de stabilisation de l'immunosuppression. Et donc ça, c'était pour vous montrer, finalement, c'était une diapositive que Catherine Badas m'avait donnée du registre pour montrer quand même, on voit que c'est le déferacirox qui est utilisé le plus entre 2009 et 2016. On voit que c'est avec une petite diminution, mais que ça reste. Et les traitements combinés sont peu utilisés. Mais à Créteil, Gonzalo de Luna, qui maintenant a repris, m'a dit que 70% des patients avaient un traitement combiné, probablement parce que la surcharge en fer n'était pas complète. Donc, les conclusions, c'est que les protocoles de chélation doivent être personnalisés pour chaque patient au cours du temps. Il est tenu compte des apports transfusionnels, du niveau de surcharge en fer, de la ferritine naturellement, mais surtout de l'IRM, foie-cœur, annuel, les endocrinopathies, les atteintes liées à cette surcharge du risque vital ou d'atteinte irréversible, par exemple le diabète, hein, des effets secondaires des chélateurs qui sont variables et acceptés ou acceptables pour certains patients, non acceptables pour d'autres, donc on discute. Il peut y avoir, je le disais, qu'il y a 10 régimes de chélation avec des régimes alternés, des bithérapies, des régimes, on fait des sphéral 2 jours et puis des ferracirox ou des ferriprone les autres jours. Enfin voilà, c'est vraiment choisi avec le patient. Et puis donc, voilà, je veux remercier tous les collaborateurs, hein, et en particulier Gonzalo de Luna qui maintenant suit les patients thalassémiques dans notre centre à Mondor, adulte, et donc ça donne une unicité qui est vraiment utile. Puis l'éducation thérapeutique, elle a aussi sa place pour la thalassémie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dora. Donc, on a un peu de temps pour les questions. Malheureusement, je ne vais pas réactiver les micros parce qu'on a vu ce que ça a donné tout à l'heure. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la boîte de conversation. Alors, on a une première question. C'est de Leila Bougaba qui demande avez-vous un taux de ferritine à partir duquel il faut diminuer ou carrément arrêter la prise de l'Egjad? Normalement, en dessous de 300, il faut arrêter, ça c'est sûr. Même c'est conseillé en dessous de 500. Alors, si c'est corrélé à l'IRM, ça c'est important parce que ça dépend de quel type de thalassémie. Là, j'ai vraiment fait le topo pour les thalassémies qui sont dépendants des transfusions. Pour les thalassémies intermédiaires, on sait que la ferritine est un très mauvais reflet de la surcharge en fer et donc il faut avoir l'IRM.
D'accord? On peut avoir des thalassémies intermédiaires qui sont très peu transfusées, qui ont une surcharge en fer hépatique importante et qui ont une ferritine qui reste entre 500 et 1000 ou même voire plutôt près de 500, et on pourrait croire qu'ils n'ont pas besoin de chélation. Donc c'est vraiment l'IRM, et c'est vrai qu'on prend la ferritine la plus basse de l'année pour faire je dirais, donc inférieur à 300, c'est sûr qu'il faut arrêter. Et inférieur à 500, ça dépend si on a une IRM récente qui conforte que la concentration hépatique en fer est inférieure à 7. Merci Dora. On a une question de Liliane Ravana. Donc, une fibrose du foie au stade F3 est-elle réversible avec un taux de ferritine inférieur à 250? Que préconise-t-on pour améliorer une fibrose hépatique, entre parenthèses, traitée avec Ecjad? D'accord. Donc la fibrose, ce qu'on peut penser, c'est qu'elle n'est pas homogène, c'est-à-dire que le foie a des capacités de récupération, et donc l'important est de savoir s'il y a des conséquences de cette cirrhose, parce que fibrose, ça veut dire cirrhose. Donc, il peut y avoir eu une hépatite virale qui a été un facteur. Donc, il n'y a pas il faut savoir s'il y a une hypertension portale. Toutes ces choses-là sont importantes, et savoir s'il y a un déficit des facteurs de la coagulation, s'il y a une insuffisance hépatique. Donc, c'est ça qui est important. Donc, c'est au cas par cas, et ça peut même justifier, dans certains cas, la greffe hépatique, hein, s'il y a une insuffisance hépatique. Donc, je ne peux pas répondre comme ça à cette question. Alors, Est-ce que éventuellement, Dora, on peut envisager que les questions auxquelles on ne puisse pas répondre maintenant soient envoyées à la fédération et ensuite oui, que... tout à fait, tout à fait. D'accord, très bien. Donc, on mettra l'adresse mail de la fédération et on verra les questions qu'on pourra transmettre aux membres du conseil scientifique. Alors, une autre question qui est de Shamlock. À tout le monde, bilirubine est fort ictère avec la prise d'Ecjad. Y a-t-il des solutions? Attends, j'ai pas bien compris. Alors, bilirubine est fort ictère avec la prise d'Ecjad. Est-ce qu'il y a des solutions pour cette question-là? Je Je ne n'arrive pas à comprends pas. comprendre. Ok, très bien. Eh bien, on passe à la prochaine Parce question. que bilirubine, c'est en fait la question, l'élévation de la bilirubine, elle peut être liée à la maladie, à la thalassémie, à l'hémolyse, si c'est ça la question. Ah ben, alors, je vais demander à cette personne de reformuler Oui, sa question voilà. et on Parce la que, reprendra plus tard. voilà. Une question de Claudia Basson. Aux États-Unis, il y a d'autres traitements. Pourquoi on n'y a pas droit? Alors, à ma connaissance, moi, c'est vrai que je suis plus dans le. Il y a eu l'essai d'un chélateur, un autre chélateur, euh, euh, et qui, pour le moment, est pas sur le marché. Il y a eu des essais phase 1, et j'ai vu que ça n'avait pas été poursuivi. Il n'y a pas d'autres. Aux États-Unis, il y a les 3 chélateurs. Il n'y a pas eu longtemps la défériprone, hein. Elle a eu son AMM bien plus tard qu'en Europe. Donc, je ne pense pas que ça soit la règle de dire ça. Je pense que vraiment les 3 chélateurs sont disponibles aux États-Unis maintenant, et il n'y en a pas d'autres. Merci Dora. Une autre question. Alors, il me semble utile de pratiquer un IRM cardiaque ainsi qu'un IRM hépatique, pas de façon annuelle automatiquement, car il est possible d'avoir une bonne ferritine ainsi qu'une échographie convenable du foie, mais avoir des atteintes cardiaques. Pouvez-vous me dire ce que vous en pensez? Moi, ce que je pense, c'est que c'est quand même l'IRM cœur-foie, c'est vraiment utile chaque année, hein. Maintenant, quand la ferritine reste dans des
zone tout à fait correcte, 500 à 1000, c'est peut-être pas utile si l'IRM cardiaque a toujours été normal de faire le T2 étoile cardiaque à ce moment-là. Donc on s'adapte, mais c'est vrai qu'on s'aperçoit que enfin, chez nous, par exemple, à Créteil, les patients sont convoqués très tard pour l'IRM cœur-foie et quelquefois ils ont été oubliés. Ils sont à 9 h du soir, ils s'en vont parce qu'ils n'ont pas été appelés. Et bon, ça les rebute. Et on a vraiment, mais je m'aperçois quelquefois il y a des délais de 2-3 ans sans IRM. Et ça, je crois que c'est au cas par cas. Mais l'échographie ne remplace pas l'IRM, hein. Pour les patients qui ne peuvent pas avoir d'IRM, il y a longtemps, on a fait du scanner hépatique, on mesurait la densité hépatique, hein. Moi, quand j'ai commencé à Créteil, c'était comme ça qu'on évaluait la surcharge en fer, hein. Mais quand il y a de la stéatose, quand il y a de la graisse dans le foie, et c'est souvent le cas, ça diminue la densité hépatique et ce n'est pas interprétable. Donc voilà, l'échographie pour moi n'est pas un bon critère d'évaluation de la surcharge en fer. Une question de Dr Laure Joseph. Où en est-on dans le développement des agonistes de l'hepcidine? Alors ça, peut-être que Isabelle, tu peux répondre, Isabelle? Alors, je vais la réactiver, juste. Voilà, Isabelle, vous pouvez parler. Oui, c'est un médicament qui est en phase d'évaluation. En fait, le principe, c'est donc on administre un médicament qui ressemble à l'hepcidine. Donc, on apporte de l'hepcidine et ça entraîne une amélioration de la surcharge en fer, enfin en théorie, et également une amélioration de la dyrétropoïèse thalassémique. Et donc, c'est en cours d'évaluation. Alors, il faut voir qu'il y a un certain nombre de molécules, mais je pense qu'on va laisser Frédéric en parler parce qu'il doit parler des médicaments qui sont capables d'améliorer l'anémie. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs molécules qui sont en cours d'évaluation. En France, il n'y en a pas tant que ça parce qu'on est un pays où il n'y a pas énormément de patients thalassémiques, hein, par rapport à l'Italie où on a vu, il y avait donc 8000 patients thalassémiques en Italie pour 700 en France, hein, intermédiaires et majeurs. Donc, on n'a pas beaucoup d'études en cours dans la thalassémie en France. Et donc, c'est au tout début, puisque la seule chose qui avait été rapportée, c'était une amélioration du coefficient de saturation de la transférine. Donc, c'était pas. Mais c'est une molécule qui va être évaluée. Merci Isabelle. Une autre question, donc d'autres traitements, donc une question de Martine Dibilio. D'autres traitements moins contraignants et avec moins d'effets secondaires existent-ils? L'allogreffe et la thérapie génique sans limite d'âge ou pour tous les bêta-thalassémiques? Donc la question sur la thérapie génique, on y reviendra tout à l'heure. Il y a une présentation. Par contre, pour les traitements, Dora ou Isabelle, voilà. Moi, ce que je dirais, c'est que l'allogreffe, c'est vrai que quand même, on a discuté de l'allogreffe chez des adultes, hein, quand il y avait un donneur. Bon, souvent, quand même, le fait qu'il y ait une surcharge en fer importante, quelquefois, contre-indique momentanément la greffe. Et puis, les résultats de l'allogreffe à l'âge adulte, à 30 ans par exemple, sont bien moins bons qu'avant 15 ans. Donc, on a tendance à discuter avec le patient, de savoir s'il accepte les risques. Il y a des patients qui sont allés vers l'allogreffe, hein, c'était leur choix, et ça s'est bien passé. Isabelle, tu veux intervenir pour ça? L'allogreffe, quand elle est effectuée chez un enfant à partir d'un frère ou d'une sœur HLA identique, donne d'excellents résultats. Et de ce fait, hein, on est là sur les dernières années avec plus de 90%, entre 90 et 95% de succès chez l'enfant et à partir d'une fratrie, hein, d'un membre de la fratrie. Après, effectivement, le pronostic est moins bon. Le facteur âge est très, très important dans le pourcentage de réussite des allogreffes. L'allogreffe, quand on a un donneur dans sa famille, elle est systématiquement proposée à un enfant qui a une thalassémie majeure qui est transfusée de manière systématique, hein. Donc,
Mais c'est un traitement lourd, puisque une greffe est précédée d'une très forte chimiothérapie. Et cette très forte chimiothérapie, on la supportera moins bien, d'autant plus qu'on est âgé, et on la supportera moins bien, d'autant plus qu'on a des organes qui ont pu être abîmés par la surcharge en fer, en particulier le foie et le cœur.